plus diverses. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Première rencontre cet après-midi, c'est avec Tatbet Bain Steve Charlie. Le titre de son livre, L'industrialisation à l'occidentale, une voie suicidaire pour l'Afrique. C'est un livre publié aux éditions Ifikria, collection Interligne. Son auteur est avec nous, Tatbet Bain Steve Charlie. Bon après-midi et bienvenue sur le Point littéraire. Bon après-midi, Monsieur Jean-Jacques Foucault. Et c'est un honneur pour moi d'être reçu sur votre auguste plateau. Un plaisir partagé. Vous êtes alias Tat, vous êtes artiste musicien, vous êtes né dans la région du littoral, vous êtes titulaire d'une licence en sociologie obtenue à l'université de Yaoundé 1. Vous avez entrepris une recherche pratique et appliquée à travers plusieurs organisations telles que Save Africa. Et vous militez pour une industrialisation qui met l'humain au cœur de tout processus. Cet essai est votre premier ouvrage. Vous nous dites que l'ouvrage est une boussole pour l'élite africaine. Vous parlez entre autres des chefs religieux, des traditionnels, des leaders politiques, des opérateurs économiques, des leaders d'opinion. Pourquoi cette cible d'abord en priorité? Oui, Monsieur Jean-Jacques Foucault, tout simplement parce que quand j'observe, j'observe que l'Afrique est arrivée à un tournant où elle est pratiquement à au même standard qu'était l'Occident, juste au moment où, environ un siècle avant que la révolution, avant que le siècle de lumière ne se manifeste en Occident. Parce qu'en fait, une élite s'était constituée après le Moyen-Âge et à l'intérieur de laquelle on avait des savants, on avait l'élite économique et politique. Et c'est cette jonction-là, cette juxtaposition des forces qui a produit toute la somme de découvertes, de connaissances, de produits scientifiques, etc., qui ont permis au siècle de lumière de se manifester en Occident. Donc quand je regarde, je vois que l'Afrique également, après tous les soubresauts qu'elle a connus jusqu'à la colonisation, depuis la rencontre avec l'Occident, je pense qu'aujourd'hui quand même il s'est constitué une élite en Afrique, quoi qu'on dise, que ce soit sur le plan politique, économique, religieux. Même sur le plan intellectuel. Même sur le plan intellectuel, merci. Et donc, c'est cette élite-là, toute cette force-là doivent aujourd'hui se constituer en synergie et produire. Parce que, comme on dit, Dieu ne peut pas donner tout à quelqu'un. L'autre a le savoir, l'autre a l'argent, l'autre a la pensée, l'autre a... Puisque c'est ce qui se passait en Occident en fait. Vous voyez, on ne le dit pas toujours, mais ceux qui faisaient des grandes découvertes pour que cela prenne, pour que cela ait toute l'envergure qui devait permettre que ce soit connu à travers le monde entier, c'était soutenu et par les opérateurs économiques, et par les grandes banques, et par tous ceux-là qui avaient des forces connexes tout autour. Et c'est pour ça que j'ai cité l'État africain en rappelant à peu près tous ces compartiments que vous avez cités tout à l'heure, oui, pour dire qu'en fait, c'est le moment, plus que jamais, de le faire pour que l'Afrique puisse lever la tête de l'eau. L'industrialisation à l'occidentale, une voie suicidaire pour l'Afrique. Ce livre, ce titre sonne un peu comme une alerte. Pourquoi l'industrialisation à l'occidentale serait un problème pour nous? Oui, parce que j'ai constaté que c'est un thème tellement d'actualité et qui est repris dans l'espace public à tout bout de champ. Mais j'ai observé que j'ai l'impression que personne ne s'arrête sur cet aspect que j'ai invoqué dans l'ouvrage, à savoir, oui, l'industrialisation, il faut s'industrialiser, mais qu'est-ce que nous nous mettons dans l'industrialisation? Est-ce que nous allons une fois de plus chercher à faire le copier-coller, comme pour la plupart du temps, nous avons tendance à le faire jusqu'ici? Si tel est le cas, je mets un point d'interrogation, parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout le monde peut faire le bilan de ce que l'industrialisation a produit en Europe, en Occident je veux dire. Elle a atteint sa phase la plus, elle a atteint sa phase la plus prestigieuse de son éclosion
Et on voit les bons côtés, mais on voit également les limites, surtout sur la vie humaine en général. Donc, je pense donc que l'Afrique doit tirer les leçons de tout cela et prendre ce concept, lui donner son propre contenu, la penser, afin qu'elle tire ses racines de notre endogénéité pour pouvoir apporter une plus-value. Sinon, nous serons des éternels suiveurs, suivistes, et l'esclavage ne sera pas fini parce qu'on se leurre souvent. Si nous voulons suivre les autres, nous n'allons jamais les dépasser dans ce qu'ils font. Il faut dire que votre livre semble présenter certains aspects sur lesquels on peut appuyer notre développement, si je peux le dire ainsi. Vous dites qu'il faut faire attention à l'industrialisation à l'occidental, car nos réalités ne sont pas les mêmes. Vous présentez d'ailleurs l'Occident comme ayant, même sur le plan géographique et même humain, certains aspects que l'Afrique n'a pas. Exactement. Exactement. Par exemple, j'ai invoqué quelque part le fait que le climat est quand même hostile en Occident. Nous ne pouvons pas avoir la fertilité, par exemple, le carnosol ici. Ici, nous avons le soleil qui rayonne pratiquement 24 heures sur 24. Donc, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser. C'est un atout que l'Occident n'a forcément pas. Vous avez parfois le froid qui tue même les gens, des moments où la culture n'est pas toujours évidente. Donc, ils ont été obligés parfois de créer des couloirs pour pouvoir s'en sortir comme ils s'en sortent. Pour pouvoir survivre. Ils se sont adaptés à leur environnement, ce qui n'est pas nécessairement la même chose en Afrique. Exact. Dieu a pourvu l'Afrique vraiment de beaucoup d'atouts sur le plan des facilités avec la nature qui font qu'elle n'a pas besoin toujours de s'engouffrer dans les mêmes chemins que l'Occident en fait. Oui. Et lorsqu'on regarde l'un des piliers sur lesquels il faut s'appuyer, c'est l'agriculture. Pas besoin pour vous d'utiliser des éléments chimiques, des engrais chimiques pour développer, alors pour arriver à une industrialisation, une production massive. L'Afrique peut choisir de faire à sa manière. Exactement. Exactement. Vous voyez que là, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça ne demande pas vraiment trop de gymnasie. Il suffit tout simplement, étant donné que la nature elle-même est déjà généreuse, il suffit tout simplement d'exploiter ou alors de mettre en valeur les retombées de tout ce que nous recevons, que ce soit de la faune, que ce soit de la flore, et tout notre environnement jusqu'aux déchets humains. Oui, on peut utiliser tout cela. Tout cela, c'est une richesse incommensurable qui bat de loin tous les engrais chimiques que nous pouvons acheter. Donc plus besoin des engrais, on fait comment? On peut s'en passer, on décide de passer à des engrais naturels. Oui, nous n'en avons pas vraiment besoin, monsieur Foucault. Parce que regardez même, vous marchez parfois ici, vous jetez des graines de papaye, des graines d'arachide, des graines de maïs, et vous revenez quelque temps après, vous vous rendez compte que ça pousse là. Tout à fait. Mais je crois que c'est une richesse qu'on ne rencontre pas partout. Et nous devons être conscients de ça. Donc c'est un indicateur qui montre que nos terres, nos sols sont suffisamment disponibles. Elles ont de la substance, quoi. Il suffit tout simplement qu'on puisse vraiment les exploiter à bon escient. Et ça ne marche pas uniquement pour l'agriculture de subsistance. Est-ce que pour une production densifiée, ça peut toujours marcher? Oui, ça peut toujours densifier. Je crois que tout est question d'organisation. Parce que moi, je pense que l'humain doit d'abord être privilégié. C'est la raison pour laquelle j'ai dit quelque part, on n'a pas besoin d'avoir un individu qui à lui seul je ne sais pas, 100 hectares de terrain. Non. Dans nos communautés, dans nos campagnes, c'est la vie communautaire qui est le principe de vie. Vous parlez d'ailleurs des champs communautaires, des vastes espaces occupés et traités par une association. Est-ce que c'est facile de se mettre ensemble aujourd'hui dans un contexte où on a comme l'impression qu'il y a comme une bataille des terres?
désolé pour cette interruption. Socadel nous a retiré l'énergie électrique, donc nous sommes passés à la source alternative d'énergie. Alors, on était en train de se dire, c'est assez difficile de penser aujourd'hui d'avoir des champs en association. Est-ce que c'est envisageable dans un contexte où chacun va avoir sa part, dans un contexte de capitalisme, je suis même tenté de dire sauvage? C'est même ça la grande erreur, monsieur Foucault. Tout simplement parce que vous allez rendre compte qu'avec cette tendance, il y a un chômage massif. Tout simplement parce que chacun veut avoir sa portion de terre. L'agriculture est la première activité que Dieu a instituée sur la terre. Peut-être nous l'oublions souvent. L'agriculture est d'essence divine. Rappelez-vous du jardin d'Éden. Lorsque Dieu crée l'homme et la terre, s'il faut s'en prendre tout simplement à cette mythologie qui est dans la Bible, que je suis sûr que la majorité de personnes la connaissent. Oui. Le jardin d'Éden, ça fait appel à l'agriculture. Lorsque Dieu mit Adam et Ève au jardin d'Éden, c'était pour qu'ils travaillent, c'était pour qu'ils vivent du fruit de la terre. Et c'est l'agriculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agriculture n'est pas une activité qui est de manière naturelle, qui est appelée à se faire de manière solitaire. Donc déjà rien que ça c'est un problème. Maintenant, lorsque je l'ai dit, nous pouvons tout simplement déduire que c'est en se mettant ensemble, c'est en se mettant, et dans nos campagnes, les communautés ont encore cette fibre-là. C'est peut-être dans nos... En coopérative et tout. Exact. Et vous voyez, les productions sont souvent aussi bien de qualité qu'en quantité. Exact. Jusqu'à parfois, c'est la route même qui empêche. Moi, j'ai vu dans des zones, ça pourrit même, c'est-à-dire, ça produit vraiment en quantité, en qualité. Parfois, c'est tout simplement les voies d'acheminement vers des zones externes qui sont impraticables. Donc, en réalité, eux-mêmes, ils n'ont pas faim. Oui. Si vous faites un sondage, eux-mêmes, ils n'ont pas faim. Mais maintenant, la plus-value, c'est ça qui fait problème. Ils n'arrivent pas à l'exploiter, quoi. Nous allons faire, sinon marquer un break et on revient dans quelques secondes. Royal FM, vous êtes fatigué des coupures d'électricité? La solution, c'est avec MTN Energy. Une lumière sans limite pour tout le monde. Retrouvez les kits solaires dans les agences MTN et les boutiques partenaires avec une garantie de 6 mois. Alors, si vous nous rejoignez en ce moment, nous décryptons le livre L'industrialisation à l'occidental, une voie suicidaire pour l'Afrique de Tatbet Bailly Steve Charlie qui est avec nous. Aujourd'hui, on voit, on constate et puis on écoute également à travers les médias. C'est généralement les OGN, les organismes modifiés génétiquement. Tout cela crée des problèmes de santé. Avec des produits chimiques pour faciliter soit la conservation, peut-être même la production en grande quantité. Et vous nous dites, stop, n'allons pas là-bas. Il faut plutôt revenir à ces pratiques, ces méthodes qu'on enseignait peut-être à l'école lorsqu'on était plus jeune. L'agriculture sur brûlis, l'agriculture par saison, ou bien en diversifiant véritablement les cultures qu'on y met. Il faut donc revenir à cette ancienne école, à l'artisanal en quelque sorte. Oui, monsieur Foucault, je pense tout simplement parce que vous allez vous rendre compte que cette technique que vous avez évoquée en dessus, qui consiste à créer des OGM et tout ce qui tourne autour. Ça crée des cancers. Ça crée des cancers, ça crée le chômage et toute sa cohorte de problèmes. Par contre, lorsqu'on revient à cette tendance naturelle à faire les choses, non seulement ça met pratiquement tout le monde au travail et ça assure la santé qualité, la qualité santé. Quand on parle de l'artisanat, il y a un langage, je vais appeler ça comment, un langage de snob qui a tendance à vouloir réduire ça, à le rendre réducteur. Non, quand on dit artisanat, c'est tout simplement pour dire que c'est-à-dire que ça émane du génie, de l'inspiration de l'homme face dans un cadre précis pour résoudre un problème précis et qui le fait en fonction de son environnement, en fonction de ses réalités écologiques et même climatique. Il faut respecter la nature et vous avez dit dans votre livre qu'il est important aujourd'hui que nous apprenions à nouveau à communiquer avec la nature comme cela se faisait avant.
lorsqu'on pouvait déterminer les saisons simplement à certains signes qu'on pouvait remarquer au niveau des arbres, chez les animaux, qui, eux, ils comprennent mieux. Et d'ailleurs, c'est dans un espace bien précis lorsqu'on parlera de santé, mais aussi l'élevage est concerné par cet aspect. Comment est-ce qu'on fait l'élevage en respectant notre nature, en évitant de détruire? Oui, M. Jean Foucault, je crois que c'est simple. C'est simple. Une fois de plus, déjà là, lorsqu'on pratique l'agriculture, il y a la production en abondance. Lorsqu'on pratique l'agriculture dans les normes telles que le Créateur lui-même l'a voulu, c'est-à-dire en n'est pas détruisant la nature et en le faisant de manière en communauté, d'autres sacrent, d'autres défrichent, d'autres arrangent, d'autres... En fait, c'est tout un système. Vous allez vous rendre compte que de manière naturelle, la production est toujours généreuse. Oui. Ça veut dire que tout le monde est prévu parce que la nature ne se trompe pas. La nature connaît exactement le nombre d'animaux, si je ne vais pas appeler comme ça, qui se retrouvent dans votre zone, dans votre biotope où vous pratiquez votre agriculture. Oui. Elle connaît le nombre d'oiseaux, elle est au courant de tout. Et lorsque la production arrive, vous allez vous rendre compte que vous le vouliez ou pas, vous n'êtes pas les seuls à consommer. Les hérissons viendront prendre pour eux, les rats viendront prendre pour eux. En fait, tous les êtres vivants qui participent à la vie dans cet espace vont bénéficier des fruits de votre sol. Et c'est tout à votre bénédiction, parce que c'est la nature, c'est ainsi l'harmonie entre vous et votre espace de vie naturelle. Oui. L'harmonie de la nature. Absolument. Et même l'équilibre en quelque sorte. Exactement. Avant on faisait l'élevage, d'ailleurs les deux sont liés, l'élevage et l'agriculture. C'est généralement les déchets qu'on pouvait récupérer chez les animaux. Ça pouvait être dans les grandes fermes pour les poulets. C'est là à un moment donné qu'on retirait, on allait déposer sur des espaces cultivables. On laissait à un moment. L'humus permettait notamment de fertiliser les sols. Il faut revenir à ça. Exact. Il faut revenir à ça, M. Foucault, parce que vous allez vous rendre compte que c'est même simple. Et ça, de manière naturelle, vraiment, ça met l'homme en mouvement et ça résout beaucoup de problèmes. Je me suis rendu compte que dans l'agriculture, même le sport qu'on dit là, il y a ça dedans. Le travail pour tout le monde, il y en a. Le problème, c'est juste qu'on organise les gens. C'est pour ça que j'ai parlé de l'élite, parce qu'elle est censée avoir un peu plus en termes d'organisation et de comment organiser et encadrer les communautés. Elle est censée avoir plus d'outils en termes de pensée. Oui. Oui. Pour amener et faire asseoir tout le monde, pour organiser. Exactement. L'agroalimentaire, il y a ce problème de conservation. Comment est-ce qu'on fait avec le surplus de production de telle ou de telle chose? Comment on fait pour commercialiser? Comment on fait pour transformer localement? Et d'ailleurs, la troisième partie en parle en profondeur. L'agroalimentaire, comment est-ce qu'on fait pour capitaliser tout ce que nous avons déjà, nous produisons, sans toutefois détruire, sans toutefois gaspiller? Oui, déjà je me suis rendu compte que dans nos communautés, les populations, en termes de machines, ou d'outils ou d'appareils pouvant contribuer à la conservation des aliments, elles en produisent. Hein. On dirait que c'est de manière artisanale, mais ce qu'il y a en ça, parce que tout ce qui est devenu objet de consommation globale aujourd'hui, c'est pas de l'artisanat. Hein. Il y a toujours un modèle miniaturisé, un modèle miniaturisé au départ, qui est maintenant pris et dupliqué en abondance pour que ça devienne un sujet de consommation courant. Et c'est la même chose, on peut faire la même chose chez nous. Tout d'abord, lorsqu'on a le soleil qui de manière naturelle participe à la conservation des animaux par les techniques de séchage, à cela peut être accompagné certains outils que nous mettons sur pied. J'ai vu un Camerounais par exemple qui a mis sur pied une sorte de réfrigérateur qui fait le chaud et le froid par exemple. Donc, les frigos que nous avons ici ne font que le froid. Mais lui, il a un truc qui fait le chaud et le froid, par exemple. Et vous allez regarder, vous vous rendrez compte que dans nos communautés, il y en a plein qui peuvent reproduire comme ça. Donc, la conservation peut se faire également de manière naturelle, tout simplement en utilisant ces méthodes-là. Et les surplus sont conservés dans des magasins, des cadres qui sont conçus de manière bien
bien faites, avec des étagères même. Vous allez vous rendre compte, quand vous voyez les casinos, les scores, ils n'inventent rien. Hein. Justement, c'est le modèle artisanal qui sont tout simplement modernisés comme ça. Copier et moderniser ailleurs. Exactement. Et on veut nous faire croire que ça sort de quelle planète. Donc, dans nos communautés, ça se fait également. Et ce qui est même plus intéressant, c'est que ça peut capitaliser en termes de devises touristiques. Parce que lorsque les étrangers arrivent, ce que nous ne savons pas, ce n'est pas ce qu'on voit en casino qui les éblouit. Mais c'est lorsqu'on passe sur vous, on voit que votre environnement produit toujours des choses qu'ils ne connaissent pas. Le slogan, c'est bioharcèlement, même en Occident. Hein. Oui. Mais nous sommes même plus naturels que eux. Ça veut dire que nous avons des cadres comme ça, comme des magasins qui conservent nos aliments. Quand les touristes viennent, ils s'arrêtent là, ils en consomment avec joie et ils vont même aller faire notre propagande parce que c'est unique. Oui. Sans conservateurs, sans produits qui vont finalement créer des soucis de santé. Et parlant notamment de santé, vous nous dites qu'il faut qu'en Afrique, on observe davantage les animaux. Parce que quand les animaux, eux, ils sont malades, ils savent exactement vers quelle plante se diriger pour trouver guérison. Aujourd'hui, nous consommons beaucoup de produits de la médecine moderne avec ses inconvénients, avec ses difficultés, sinon ses limites à la longue. Comment est-ce qu'on fait dans notre environnement où on voit bien que les forêts tendent à disparaître? On voit que même les villages sont délaissés. Comment est-ce qu'on fait pour trouver encore ces éléments de la nature qui sont soit méconnus, soit simplement délaissés? Vraiment, c'est là où je crois que nos chefs traditionnels et nos patriarches sont interpellés parce que, nous devons le dire, la santé est un enjeu majeur de souveraineté. Tout ce que nous consommons et qui vient de gauche à droite, nous ne savons pas ce que les gens, après avoir extrait le produit actif, qui viennent chercher. Ici chez nous, faut-il le rappeler, je vais dire, qui viennent prendre dans la nature. Nous ne savons pas ce qu'ils, à côté de ces principes actifs, ce qu'ils mettent dedans. Nous ne savons pas ce qu'ils font là-dedans. Donc, toujours ici que nous sommes exposés. Oui. À ce titre, donc, nous pensons que c'est un enjeu vraiment qu'il faut prendre très au sérieux. C'est la raison pour laquelle les chefs traditionnels, les patriarches et tous ceux-là qui ont encore vraiment des réminiscences, qui ont encore ces connaissances-là dans nos campagnes, doivent se mettre ensemble pour rééduquer nos communautés, pour rééduquer nos populations et les amener avec le conseil avec ces animaux-là même à se ressourcer davantage désormais pour les problèmes de santé parce que nous partons acheter tout ce qui nous vient de partout là parce que nous ne connaissons pas le rôle des herbes qui sont chez nous. Parfois nous les détruisons même, nous urinons même sur ça. Pourtant ce sont ces herbes-là qui ont la solution à nos problèmes. Mais nous marchons sur de l'or, sans le savoir. Et puis je vous rappelle qu'en 2020, lorsqu'on a le Covid qui arrive, cette pandémie tue dans le monde entier. Et on dit tout de suite que l'Afrique ne va pas survivre à cette pandémie-là. Sauf que, contrairement aux prévisions, l'Afrique réussit à s'imposer avec ses plantes. Des chercheurs camerounais qui proposent des produits de qualité, ces éléments qui étaient consommés désormais, qui coûtaient même très cher sur les marchés à un moment donné, parce qu'on savait que si vous consommez tel ou tel autre produit, vous êtes à l'abri. Beaucoup ont créé des décoctions qui ont permis d'éviter que le désastre n'arrive. Ah, ça c'est un indicateur très fort, Monsieur Foucault. C'est un indicateur très fort parce que justement, je suivais ça à distance parce qu'à ce moment-là, j'étais justement dans l'arrière-pays. Mais vous me le confirmez aujourd'hui. Ça veut dire que ça avait vraiment pris de l'ampleur. Oui. Et ça doit nous parler. Ça doit nous parler parce que j'ai l'impression qu'après ça, on a oublié. On croit que on dit ça comment? On croit que c'est comment on dit ça? C'est dépassé. Anodin, voilà. Et puis, dès que le Covid est fini, bon, on rentre dans nos vieilles habitudes où on consomme tout et rien parce qu'on veut se soigner. Pourtant, c'était une alerte pour nous faire comprendre qu'en fait, c'est nous qui avions les alternatives par rapport aux problèmes de santé
qui n'arrivaient pas à être résolus aujourd'hui. Oui. Les autres ont fait pour eux, mais nous devons prendre acte de leurs limites et nous protéger, parce qu'en même temps, ça nous protège. Et ça impose quand même un minimum de respect. Pendant que les autres cherchaient les vaccins, l'Afrique avait déjà ses décoctions qui marchaient, qui fonctionnaient, qui évitaient qu'on ait des cas qui s'achèvent par la mort. Exactement. Il faut encore regarder la nature. Elle est bien faite. Il y a tout ce dont on a besoin autour de nous, mais il faut étudier et pousser notamment les études autour de ces éléments qui sont des richesses que nous ignorons malheureusement. Je suis allé même quelque part jusqu'à j'ai parlé de laboratoire. On n'est pas obligé toujours de faire un laboratoire sur le modèle calqué où on construit tout un truc où on est dedans. Mais même nos simples biotopes sont des laboratoires. Oui. Moi, j'ai observé que j'étais ému, tout petit, je ne comprenais pas ça. Aujourd'hui que je comprends. Vous avez un animal à la maison, une poule ou un chien. Vous le voyez aujourd'hui, la patte est cassée. Il entre là, il ressort, vous le voyez, le lendemain il marche. Pourtant, à la veille, il n'arrivait même pas à marcher. Tout à fait. Tout ça parce qu'il allait picorer quelque chose là. Et ça fait des agencements. Hein. Tout à fait. Il picore là à gauche, il picore là à droite. Et 24 heures après, il est debout et solide. Il est debout. Nous, pour le même problème, on va monter, descendre pendant 3 mois. C'est pas normal. Votre livre nous fait savoir que l'industrialisation à l'occidental tue le génie artistique. Et là, évidemment, on fait référence aux arts. Et vous avez noté dans votre livre qu'il y a plusieurs corps qui disparaissent. Plusieurs, avec notamment l'apparition d'un certain nombre de choses. Vous avez noté des métiers qui disparaissent, notamment forgeron, par exemple. Oui. Il faut revenir à ça. Oui, je crois que c'est de là que tout doit partir, M. Foucault, parce que le tisserand, par exemple, c'est le vêtement. Et le vêtement, j'ai parlé de tisserand, par exemple, parce que c'est des gens qui le font à la main. Oui. Voilà. Et vous dites qu'avec les mains, il y a une certaine connexion? Oui, les familles royales le savent. Ce n'est pas pour rien que lorsque la reine d'Angleterre, par exemple, voudra porter un collier particulier, ça va coûter une fortune. C'est parce que c'est des choses qui ne sont pas faites, c'est des choses qui sont faites de manière pure, avec tout l'art. C'est le génie humain en fait, oui. qui communique d'ailleurs des énergies. Exactement. Donc, ici, chez nous, nous ne devons pas tuer ça parce que la tendance est embrasser complètement le machinisme. Et les tisserands, par exemple, ils tissent des vêtements, ils créent des modèles d'outils que nous pouvons arborer. Et c'est en harmonie avec notre environnement. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si nous laissons, par exemple, ce corps de métier mourir, nous allons nous habiller avec ce que les autres créent. Et ce que les autres créent, ils créent pour eux, ils ne le créent pas pour nous. Lorsque nous parlons des forgerons, par exemple, c'est la même chose. La voiture, par exemple, que nous voyons aujourd'hui, mais on la duplique tout simplement pour les raisons industrielles. Mais au départ, il y a un modèle de création. Si je prends, je dis n'importe quoi, prenons par exemple la Land Rover sans publicité, vous allez voir qu'il y a des modèles de voitures qui coûtent très cher. Mais on ne les met pas toujours sur la place publique. Mais on nous fait croire que ces voitures-là sont apparues comme ça. Non, ça part toujours de l'artisanat. C'est la raison pour laquelle on doit tout faire pour préserver ces corps-là. Ce qui crée maintenant, on peut prendre ça comme modèle de création. Oui. Si on veut aussi produire ça de manière massive, on le fait et ça fait des produits camerounais. Ça veut dire que ça veut dire que c'est notre génie, notre marque quoi, qui est exporté, qui est utilisé. Voilà, et qui se propage. Oui. Il faut dire que tout cela passe par l'éducation. Comment, à travers l'éducation, on peut impulser une nouvelle dynamique qui n'a rien à voir avec l'industrialisation à l'occidental? Oui, j'ai parlé d'éducation parce que l'éducation, en réalité, c'est la transmission qu'un peuple a de sa vision du monde. Et ceci doit se articuler à travers l'éducation qui est faite. L'éducation, donc, qui est la transmission de ses valeurs à ses sujets, à ses enfants, et tout et tout. Et je pense qu'à cet effet, lorsqu'on on rentre par exemple dans nos comptes, les comptes initiatiques que nous avions souvent tout petits, nous avons des légendes, nous avons des mythologies.
tout ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est dans tout ceci qu'on construit l'imaginaire d'un peuple. Et vous allez vous rendre compte que nos communautés, chaque communauté avait cela. Et c'était pour exprimer en fait la vocation que nos communautés étaient appelées à jouer. Et c'est sur ce socle-là que le système éducatif devra être repensé. Nous pensons, permettez-moi la tautologie, Oui. parce que ce n'est qu'à partir de cela, que nos enfants pourront avoir une éducation qui leur permet d'être outillés et de pouvoir être en osmose avec la vision que nos aïeux et notre environnement attendent de nous. Être en phase avec la vocation que nous sommes appelés à mener. Ainsi, nous pourrons vraiment être utiles dans le Conseil des Nations. L'industrialisation à l'occidentale, une voie suicidaire pour l'Afrique, c'est un livre qui nous balade au cœur d'une problématique centrale. Et certainement, lorsque les auditeurs, potentiels lecteurs vont lire, il y a davantage d'éléments et d'aspects qu'ils vont retenir. Moi, je vais plutôt vous remercier, Tadbet Bailly, Steve Charlie, d'être passé à la radio et d'avoir échangé avec nous autour de votre livre. On l'espère sera bientôt dédicacé, peut-être dans la ville de Yaoundé. Ça, c'est sûr. Il y aura au moins une dédicace dans la ville de Yaoundé. C'est en pensée, on est en train de